famille seigneuriale ici. Comment êtes-vous arrivé ici? De nous en parler un peu brièvement de votre parcours jusqu'à la Beauce. Oui, c'est la question que tout le monde veut poser tout de suite. Comment un anglophone de Drumheller, Alberta, savent plus de l'histoire du coin que vous autres? C'était simplement à cause que mon feu conjointe est d'origine de Saint-Georges. On s'est rencontrés à Vancouver. On a décidé de déménager en pensant vers Montréal, mais quand j'ai vu son ville de naissance, Saint-Georges, j'ai trouvé ça extraordinaire, beau, beaucoup d'opportunités. En cherchant une maison, on cherche une vieille maison pour restaurer, puis on tombe tout par hasard sur l'ancienne école de rang. C'était toujours affiché sur la porte Cumberland Mills School Division No. 2. Puis moi, j'avais peut-être 3 mots de français dans mon vocabulaire et personne ici parlait anglais à cette époque. Donc, j'étais curieux pourquoi il y avait une école anglophone dans un milieu complètement francophone. Et j'avais pris un appétit pour savoir plus. J'ai tombé sur une histoire que je ne savais pas que ça existait au Canada. Dans l'Ouest, on n'apprend pas des choses de le système feudal. Je pense, pour moi, c'est l'Europe. Et d'ailleurs, je remarque, ceux qui ont réussi la transition à rester dans l'élite après sous le régime anglais étaient soit parce qu'ils avaient des seigneuries, soit parce qu'ils avaient des postes de fonctionnaires. Donc les salaberries, ben, c'était peut-être plutôt par des postes d'officiers, enfin, ça, de conseillers législatifs, mais il y a d'autres familles vraiment là, qui devaient leur poids social à leur seigneurie. C'est aussi parce que les seigneuries se développent. Alors là, ben, là, les gens tirent l'essentiel de leurs revenus de l'exploitation des seigneuries. Ils deviennent des propriétaires terriens. Donc, on dirait peut-être plutôt qu'au 19e siècle, là, la terre devient fondamentale dans l'identité d'une bonne partie du groupe. Oui. Racontez-nous un peu l'origine de ce fief Cumberland Mills et de cette famille anglaise qui arrive ici. Il va passer la deuxième moitié de sa vie ici avec sa sœur Dolly, ses 3 frères Edgar, Frank et Fred. Les parents sont morts, M. Taylor en 1934, Mme Taylor en 1945. Et la famille avait continué de gérer une ferme d'échelle énorme jusqu'aux les années 50. Effectivement, il avait continué le style de vie de gérer le domaine comme c'était toujours une seigneurie jusqu'aux les années 50. Quand Frank et Fred, les plus vieux, commencent à vieillir, ils commencent à diminuer l'échelle de la ferme. Et pour vous donner une idée, la largeur de la ferme des Taylor, c'est tout le 5e rang du Cumberland, sauf 2 terres. C'est-à-dire, c'est l'égal de 20 terres réguliers. Il y avait une grange laitière, 300 pieds de long, avec 175 vaches, qui les 3 fils traitent tous les matins et soirs. Il produit tellement de légumes aussi pour vendre en ville, le bœuf, le porc, les œufs. Et pour donner une échelle, une livraison de beurre à la magasin général à Saint-Georges de Paquet et Fils en 1937, 257 livres de beurre à la fois. Et il continue d'opérer pour la communauté le forge, un fumoir. Il produisait puis préparait la viande pour le voisinage, soit eux à eux pour le vendre aux autres, ou les voisins amènent un cochon déjà tué. C'est eux qui le battent dans le sous-sol, trempé dans l'eau salée, mettre dans le fumoir puis redonner à eux. C'est très rare que j'ai vu une référence dans les journaux d'un paiement de l'un de l'autre. C'est vraiment un salaire qu'un truc. Il troquait une chose ou l'autre.
Mais les Taylor s'occupent de la production de produits de ferme à une grande échelle. Il y avait juste trois fils puis 2 filles à la fin. Poser, ça dérive de Pfotzer, P-F-O-T-Z-E-R, qui vient de Willstadt en Allemagne. Et ils sont partis de l'Allemagne, ils sont allés à New York et ils étaient étaient pas contents de la façon. Ils étaient des loyalistes, comme on dit. Alors, ils ont quitté New York, ils se sont ramassés à Québec. C'est de là qu'ils sont venus à Saint-Georges. Ils sont venus s'établir à Saint-Georges, la seigneurie au Bagalion, et il y a des gens qui ont eu l'opportunité d'être capables de cultiver et de vivre en payant des taxes au Seigneur. Aujourd'hui, c'est laissé tomber, ça. Je ne sais pas pourquoi. Alors, chez nous, on veut dire, on était cultivateurs. On avait 50, des fois 75 vaches à lait à traire à la main. Et puis, ma mère opérait embouteillait l'eau, le lait, veut dire, à la maison. Puis, je peux dire, la ferme était, quoi, la seigneurie, c'était 7 000 $ et 5 000 de plafond environ. Et puis, la grosse église catholique que vous avez vue au bord du pont a été construite sur du terrain que mon grand-père a donné. Et puis, il a donné même le couvent ou la salle paroissiale, ça faisait toute partie des dons que mon grand-père a même fourni le bois pour l'intérieur de l'Église catholique. Nous, des anglophones. Protestants. Mais la religion protestante et la religion catholique, c'est quasiment la même chose. Alors, mais aujourd'hui, mon père, c'est l'hôpital. C'est mon père qui a cédé le terrain, il a donné à l'hôpital, plus une grande section. Il aurait pu faire 2-3 hôpitaux à la même place. Poser. Oui. Qu'est-ce qui vient à votre esprit? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ce nom de famille? J'étais haute comme ça. Et puis, j'étais fière de dire que mon nom, c'était Charlotte Poser. Et puis, mon père était maire. Et puis, on avait beaucoup de téléphones. Puis souvent, c'était moi qui répondais. Ma mère parlait français. Et puis, elle était un professeur d'école. Et puis, mais son français venait pas vite, là. Tu sais, j'étais obligée de... Fait que quand le téléphone sonnait, je répondais. Fait que là, j'étais habituée de prendre des messages pour mon père. Et puis, mes frères m'ont baptisée avec le nom La Petite Charlotte. Puis, entre vous puis moi, je suis sûre qu'hier, j'ai descendu une rue et puis j'ai pas rêvé, je suis sûre. Ils ont dit, la petite Charlotte vient de passer. Mais puis on m'appelle encore ça. Est-ce qu'il y avait des moments ou des lieux où le statut de la famille Poser était mis de l'avant, là? OK, ben là, on avait notre... On était protestants. On avait notre église, notre chapelle. Et l'église catholique, c'est une autre chose. Mais souvent, écoute, dans l'église catholique de Saint-Georges, il y avait un banc pour la famille Poser. Même si vous étiez anglican? Oui. On a toujours fait des choses pour beaucoup de personnes. Ça ne dérangeait pas.
Mon père, souvent, s'il y avait quelqu'un qui avait un trouble de quelque chose sur leur... Il allait avec le tracteur, puis il faisait le travail. Ça. Non, il était... On a été élevés, c'était pas juste dans notre maison, on pouvait aller faire les choses pour quelqu'un d'autre. Mon arrière-arrière-arrière-grand-père était le premier seigneur du Bic qui habite au Bic. Et ça, c'est à cause de le chemin royal, c'est fait. Et c'est possible de voyager entre la ville de Québec et Bic. And he gave land to many people to establish the farms. And I think he was the first seigneur who did not view the place as a place to exploit, you know, for the fish, for the wood, le bois, et les pêches. So he was truly someone who helped the people. Et il a aidé à l'établissement de la paroisse. Lui-même n'était pas catholique. Non, il est protestant. Oui, anglican. Yes. Et aucun souvenir de conflit entre ce seigneur anglican et ses paroissiens. Non, pas de conflit. Non. Je pense que c'est au pas que nous sommes d'Écosse et les Français et l'Écosse, c'est comme ça. Pas les Anglais. Dans la famille, quelle place ça a tenu la langue anglaise, la culture, le bilinguisme? Parlez-moi un peu de ça, parce que j'ai l'impression que c'est un point important. Il y a une grosse différence entre les Anglais et les Écossais. Il y a eu un lien, une union, depuis toujours, entre les Écossais et les francophones. Pratiquement rien avec les francophones et les Anglais. Alors, pour nous, les Écossais faisaient partie de la famille, parlaient français et étaient membres à part entière. Mais il ne faut pas dire anglais. C'est tout à fait indépendant. Et en général, les Écossais parlaient français, faisaient un effort pour parler français. Au point de vue religion, la plupart étaient des presbytériens, il y avait peut-être certains anglicans, mais ce n'était pas un problème. Mes gars, c'est Michel Eustache Gaspard Alain Chartier de Lotbinière. Sa première femme, Joseph de Tonnancourt, elle est décédée. Et puis là, il a remarié Charlotte Monroe. Donc, ils ont eu une fille. Puis, elle a tombé en amour avec un Anglais, un Harwood. Et puis, je viens juste d'apprendre, en fait, récemment, qu'ils ont fait une décision que l'éducation des enfants, ça serait toujours bilingue, de ce point-là. C'est peut-être pas bon, mais je suis fière que je suis bilingue. Vous avez bien raison. Et puis je fais mon gros possible, jeune, plus vieux, puis très vieux. Je vais encore aider la personne si je vois que je devrais parler français. Mes parents étaient des amis de la famille Campbell. Des grands amis. À ce moment-là, on avait toujours des soupers ou des dîners tous les mardis soirs. Et on demandait que les dames, en général, viennent en robe longue. Et c'était très beau. Et ce qui était merveilleux, c'est qu'on parlait le français et on parlait l'anglais. Tout le monde comprenait avec facilité et c'était très beau. Alors, j'ai des mémoires assez précieuses de mon enfance ou ma jeunesse avec mes parents là. Et on connaissait... comme mon père était militaire quand même, on avait des gens qui étaient aussi militaires, comme les Vanier. Ils habitaient à côté, alors ils étaient souvent là avec nous. C'était aussi des gens qui étaient complètement bilingues. Est-ce que les Campbell se percevaient encore comme des seigneurs? Est-ce qu'on les appelait encore comme ça, les gens de Mont-Saint-Hilaire? Dans mon enfance, parce que mon père me parlait de ça quelquefois, dans mon enfance, il était vu comme des seigneurs encore, d'une certaine façon. Par exemple, l'église de Mont-Saint-Hilaire, le premier banc était réservé pour cette famille-là.
Mais je ne les ai jamais vus là, dans l'Église catholique. Je ne les ai jamais vus. Mais quand même, le banc était réservé à eux. Et mon père me disait, ces années, c'était après la guerre, que même à cette époque, ce n'était plus les lois féodales où on offrait une certaine portion de la récolte, mais les gens venaient apporter quelques pommes ou ci ou ça de la récolte. Ils disaient que ça se faisait un peu, des petites choses. The Campbells are coming, oh ho, oh ho. The Campbells are coming, oh ho, oh ho. The Campbells are coming to Bonnie Loch Lomond. The Campbells are coming, oh ho, oh ho. Upon the Lomans I lay. Upon the Lomans I lay. Je m'appelle Jessica Elizabeth Heather Cann et je suis la fille de daughter de Douglas Cann. J'ai ici un livre de Grace Campbell, my great-great-great-grandmother. Et last night, quand j'ai ouvert cet livre, it opened to The Campbells Are Coming. The Campbells are coming, oh ho, oh ho. The Campbells are coming, oh ho, oh ho. The Campbells are coming to Bonnie Loch Lomond. The Campbells are coming, oh ho, oh ho. Upon the Lomans I lay. Upon the Lomans I lay. I looked down to Bonnie Loch Lomond and saw 3 bonny pipers play. The Campbells are coming, oh ho, oh ho. The Campbells are coming, oh ho, oh ho. The Campbells are coming to Bonnie Loch Lomond. The Campbells are coming, oh ho, oh ho. The Campbells are coming, oh ho, oh ho. The Campbells are coming, oh ho, oh ho. The Campbells are coming to Bonnie Loch Lomond. The Campbells are coming, oh ho.